Dans les souterrains humides et étouffants de Constantinople, où les murs suintent d'humidité et où l'air est imprégné d'une odeur d'urine et de cadavres en décomposition, les esclaves cessaient d'être des êtres humains. Leurs cris s'évanouissaient dans la pierre, leurs noms disparaissaient et leurs corps devenaient des instruments de pouvoir. Pour les empereurs byzantins qui régnaient sur l'Orient et l'Occident, une vie humaine valait moins qu'une pièce de cuivre. C'est ici que naissaient les eunuques, ceux qui, après un rituel cruel, cessaient de s'appartenir. Leur avenir était fait de sang, de douleur et des chaînes froides des cachots du palais. Dans la capitale de l'Empire, dans la ville où les cathédrales et les palais de marbre brillaient de mosaïques dorées, il existait un autre monde, caché. C'est là que se retrouvaient les garçons capturés lors de raids ou achetés sur les marchés aux esclaves. Ils étaient amenés d'Arménie, de Bulgarie, du Caucase et des terres arabes. Personne ne leur demandait leur consentement. Alors qu'ils n'étaient encore que des enfants, on les jetait sur le sol sale d'une salle d'opération. Les opérations étaient pratiquées de manière grossière et primitive à l'aide d'un couteau ou d'un fer chauffé à blanc. Les médecins esclaves, qui avaient eux-mêmes subi la même procédure, faisaient tout rapidement afin que le garçon ne meure pas sur place de douleur. Le taux de mortalité restait très élevé. À peine 1 sur 2 survivait. L'Empire avait besoin de eunuques car ils étaient considérés comme des serviteurs purs. On leur confiait les chambres à coucher des empereurs et des impératrices, les archives secrètes et même le trésor. Mais cette confiance avait un prix. Le corps de l'enfant était irrémédiablement mutilé. Les eunuques étaient mal divisés en 2 catégories. Ceux qui perdaient seulement leur capacité à procréer et ceux qui étaient complètement castrés. Ces derniers obtenaient le statut de parfait. Il ne leur restait plus rien qui puisse rappeler leur nature masculine. Ceux qui survivaient à l'opération étaient envoyés dans des casernes spéciales près du palais. C'est là que commençait une nouvelle vie, une vie d'humiliation et de discipline sans fin. Les eunuques apprenaient à lire et à écrire, les chants religieux et l'étiquette de la cour. Ils étaient transformés en instruments de la machine impériale, en serviteurs, en fonctionnaires, parfois même en chefs militaires. Mais aucun d'entre eux n'oubliait le prix à payer pour suivre cette voie. Les cicatrices et les douleurs chroniques leur rappelaient l'opération jusqu'à la fin de leur vie. Beaucoup souffraient de problèmes urinaires, d'infections, de fragilité osseuse. Non seulement leur corps était privé de fonctions sexuelles, mais ils devenaient fragiles et douloureux. Dans les sous-sols du Grand Palais, à côté des réserves et des caves à vin, se trouvaient des pièces qui servaient de prison pour les esclaves. Ces cellules étaient appelées cachots du palais. Il n'y avait pas de lumière, seulement d'étroites fentes pour l'air. Le sol était recouvert de boue. Les rats rongeaient les dormeurs vivants et les gardes intervenaient rarement. Ces cachots servaient à enfermer ceux qui osaient résister, qui tentaient de s'échapper ou qui enfreignaient la discipline du palais. Pour les empereurs et leurs serviteurs, ces personnes servirent d'exemple de punition. On les affamait, on les attachait à des poteaux, on les battait avec des barres de fer. Parfois, on envoyait spécialement des eunuques ici pendant plusieurs semaines afin de briser leur volonté. L'Église jouait un rôle particulier dans ce système. Les prêtres justifiaient la castration comme un sacrifice pour la pureté. Ils se référaient à des textes bibliques qui disaient que les eunuques étaient plus proches de Dieu que les hommes guidés par la luxure. Ainsi, la religion transformait une pratique cruelle en une forme de service. Mais derrière ces belles paroles se cachait une réalité simple. L'Empire créait une classe de personnes mutilées, nécessaires pour que les empereurs
puissent dormir tranquilles sans craindre que leurs serviteurs ne complotent contre eux par l'intermédiaire de leurs enfants ou de leurs maîtresses. Les chroniques historiques mentionnent que les eunuques s'élevaient parfois au-dessus des nobles chefs militaires. L'un d'eux, Basile Lacapin, dirigeait en fait l'Empire au Xe siècle, tout en restant dans les coulisses. Mais même ces histoires d'ascension sociale ne changeaient rien à l'essentiel. Leur pouvoir était bâti sur le sang de leur propre enfance. Aux yeux de la société, le eunuque était à la fois puissant et méprisé. Son corps était considéré comme inférieur, sa virilité comme perdue. La culture byzantine a créé un paradoxe. Ceux qui étaient mutilés pour le pouvoir de l'empereur en devenaient parfois eux-mêmes l'incarnation. Derrière ces histoires de pouvoir et d'intrigue se cachait la vie réelle des esclaves. Dans les couloirs sombres du palais, on entendait les gémissements de ceux qui mouraient d'infection après l'opération. Dans les cachots de pierre gisaient ceux qui avaient tenté de s'échapper. Personne n'enterrait leurs ossements dignement. On les transportait dans une décharge hors des murs de la ville. La ville, où brillaient les coupoles de Sainte-Sophie, cachait derrière sa façade le sang de milliers d'enfants transformés en serviteurs sûrs. Ces caves et ces prisons n'étaient pas montrées aux ambassadeurs étrangers. Seul l'empereur, ses conseillers les plus proches et les gardes connaissaient leur existence. Pour Constantinople, ils constituaient un secret dont on était à la fois fier et effrayé. Car c'était là que l'on produisait cette matière première particulière sans laquelle Byzance ne pouvait exister. Les eunuques n'étaient pas de simples esclaves. Ils étaient le cœur du système. Leur sang avait imprégné les pierres du palais. Leurs cris résonnaient encore dans ces couloirs. Dans les cachots du palais, la vie se transformait en une attente interminable de la douleur. Ces souterrains étaient conçus de manière à ce que l'on perde la notion du temps. Les couloirs étroits en pierre menant aux cellules ressemblaient aux entrailles d'un organisme vivant. L'humidité coulait du plafond, créant un bruit incessant qui rendait les prisonniers fous. Les cellules elles-mêmes dépassaient rarement quelques pas de long. Elles pouvaient accueillir jusqu'à 10 personnes à la fois. Elles s'asseyaient par terre, entremêlées, car il n'était pas possible de s'allonger. Le corps se couvrait rapidement d'ulcères, dus au froid et à l'humidité. Les esclaves qui y étaient enfermés étaient souvent des eunuques qui n'avaient pas rempli leurs obligations. Pour la moindre faute, désobéissance, perte d'un document confidentiel ou même suspicion de complot, ils étaient jetés dans l'obscurité. Les gardes utilisaient ces cellules comme un moyen de terreur. Il suffisait de passer quelques jours dans l'obscurité totale et sans nourriture pour que la personne finisse par craquer. Ceux qui résistaient plus longtemps étaient enchaînés et portaient des colliers de fer spéciaux. Ceux-ci étaient fixés de manière à ce que le prisonnier ne puisse pas tourner la tête. Les chroniqueurs rapportent que certaines prisons avaient des sièges en pierre percés de trous. Les prisonniers y étaient enchaînés pendant des jours et faisaient leurs besoins directement sur place. Leur corps se couvrait rapidement d'ulcères et d'abcès. Le pus et le sang s'accumulaient sous leurs pieds. L'odeur était insupportable. Les rats qui vivaient dans les souterrains rongeaient les orteils des dormeurs. Cela était considéré comme faisant partie de la sélection naturelle et les gardes n'intervenaient pas. Une cruauté particulière était réservée aux esclaves qui tentèrent de s'échapper. Pour eux, il existait des punitions rituelles dans les cachots. Les fugitifs étaient suspendus par les mains à des crochets, de sorte que leurs orteils touchaient à peine le sol. Parfois, on leur suspendait des poids en pierre aux pieds. Ils restaient ainsi suspendus pendant des jours, jusqu'à ce que leurs articulations se brisent. Ensuite, on les ramenait dans leurs cellules, où ils ne pouvaient plus marcher.
Ces estropiés finissaient leur jour en bas, utilisés comme un rappel vivant pour les autres. La fuite est impossible. Les responsables ecclésiastiques justifiaient ces mesures en invoquant l'ordre divin. Dans les traités monastiques du XIe siècle, on trouve des phrases selon lesquelles l'esclave est l'ombre de l'homme et que ses souffrances aident la société à rester pure. Mais derrière cette justification se cachait une logique simple. Le palais devait rester une forteresse inaccessible du pouvoir. Les eunuques et les esclaves n'étaient pas des êtres humains, mais des rouages d'un mécanisme. Les cachots avaient leur niveau. Le dernier étage était réservé à ceux que l'on voulait intimider. On y restait quelques jours et les chances d'en sortir vivant étaient élevées. Plus bas se trouvaient les cellules où étaient détenus les irrécupérables. Il n'y avait plus d'air, seulement une odeur de moisi et de moisissure. Les gens y mouraient en quelques semaines. Leurs corps étaient emportés la nuit et jetés dans des fosses communes derrière les murs de la ville. Les chroniques indiquent que ces fosses étaient parfois recouvertes de chaux pour masquer l'odeur. La faim était un élément important du contrôle. Les prisonniers étaient nourris de morceaux de pain trempés dans de l'eau aigre. Ils ne voyaient ni viande ni légumes pendant des mois. La malnutrition détruisait rapidement leur corps. Les eunuques, déjà affaiblis par l'opération, commençaient à avoir des convulsions, perdaient leurs dents et leurs os se brisaient au moindre choc. On considérait que ces corps affaiblis étaient plus faciles à soumettre. Les gardes organisaient souvent des punitions publiques directement dans les cachots. Pour cela, ils utilisaient des fouets en fer munis de crochets à leurs extrémités. Quelques coups de ces fouets suffisaient à réduire le dos d'une personne en bouillie sanglante. Les prisonniers étaient obligés d'assister à ces punitions afin que chacun comprenne qu'il n'y avait aucune pitié entre ces murs. Il existait également des méthodes plus sophistiquées. Par exemple, les prisonniers pouvaient être laissés debout, les pieds dans l'eau glacée, pendant plusieurs jours. En hiver, la température dans les caves descendait en dessous de zéro et beaucoup mouraient d'une inflammation des poumons. Les médecins byzantins qui servaient le palais connaissaient les conséquences, mais personne n'essayait d'alléger les souffrances. Au contraire, ils rédigeaient des rapports pour l'empereur sur le nombre de personnes décédées et celles qui étaient encore aptes au service. Ces conditions faisaient des cachots non seulement un lieu de punition, mais aussi un laboratoire de la peur. Les personnes qui survivaient, après plusieurs semaines passées en bas, remontaient complètement transformées. Elles devenaient obéissantes, leur regard était vide et leur corps éternellement courbé. Pour l'empereur et son entourage, c'était la preuve de l'efficacité du système. Les eunuques, qui avaient survécu aux opérations et à la captivité dans les cachots, n'étaient pas tous égaux entre eux. Au sein de cette classe castrée, existait une hiérarchie complexe qui maintenait l'ordre et garantissait au palais un contrôle absolu. Elle était aussi stricte que la discipline militaire et reposait sur le principe « diviser pour régner ». Au bas de l'échelle se trouvaient les eunuques de service, des adolescents ou des jeunes hommes qui venaient de subir l'opération. Ils étaient utilisés comme porteurs, nettoyeurs ou gardiens. Leurs mains sentaient constamment les immondices, leur dos se courbait sous le poids des cruches d'eau ou des sacs de céréales. Ces eunuques vivaient rarement plus de 40 ans. Les maladies constantes, les infections chroniques, la malnutrition et les humiliations les rendaient vieux dès l'âge de 30 ans. Au-dessus d'eux se trouvaient les palatins. Ils s'occupaient des chambres de l'empereur et de l'impératrice, surveillaient leurs vêtements,
leurs bijoux et leurs lettres personnelles. On leur faisait davantage confiance, mais au moindre soupçon de vol ou de divulgation d'informations, ils étaient immédiatement renvoyés dans les cachots. Les Palatins vivaient dans une peur constante. Ils savaient que le moindre regard en direction de l'impératrice ou de ses concubines pouvait se transformer en torture. Les logothètes eunuques occupaient une place particulière. Ils s'occupaient des finances et de la correspondance. Beaucoup d'entre eux étaient instruits, ils connaissaient le grec, le latin, parfois le syrien et l'arabe. On les utilisait pour la correspondance diplomatique, car ce sont les eunuques qui servaient le plus souvent d'intermédiaires entre l'empereur et les cours étrangères. Ils n'avaient pas de famille et étaient donc considérés comme fiables. Mais leur vie restait sous contrôle. Chacune de leurs lettres était vérifiée. Chaque mot était enregistré. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les parakimoménoi, les plus proches conseillers de l'empereur. Il s'agissait d'eunuques qui pouvaient détenir les clés des appartements privés de l'empereur, l'accompagner lors des audiences et dormaient parfois même devant la porte de sa chambre. L'un des plus célèbres, Basile Lacapène, dirigeait de fait l'Empire sous l'empereur Constantin le Bouleversé. Mais son pouvoir reposait sur des bases fragiles. Un simple soupçon pouvait le conduire dans les mêmes caves où des dizaines de ses confrères mouraient de faim. Les mécanismes sociaux au sein de la classe des eunuques fonctionnaient aussi bien que dans l'armée. Les plus âgés contrôlaient les plus jeunes, les dénonçaient et veillaient à la discipline. Ceux qui tentaient de s'unir ou d'exprimer leur mécontentement étaient isolés. Le système brisait non seulement le corps, mais aussi le psychisme. Les chroniques du XIIe siècle mentionnent un cas où un eunuque en a tué un autre directement dans la caserne, l'accusant d'avoir murmuré contre l'empereur. Le meurtrier n'a pas été puni, mais félicité pour sa vigilance. L'absence de famille constituait un élément de contrôle à part entière. Les eunuques ne pouvaient pas avoir d'enfants. Les mariages officiels leur étaient interdits, même si certains entretenaient des relations secrètes avec des esclaves ou des servantes. Si cela était découvert, les femmes étaient envoyées dans des monastères ou vendues sur des marchés lointains, et les eunuques étaient mutilés à nouveau. Ainsi, toute leur énergie, toute leur vie devait appartenir uniquement au palais. Mais malgré les humiliations constantes, les eunuques ont formé une sous-culture unique. Ils avaient leurs propres chansons, des poèmes courts et sombres sur la douleur et les cachots. Ils y mentionnaient les murs du grand palais, l'humidité des souterrains, l'odeur de pourriture. Ces chansons n'étaient pas enregistrées. Elles étaient transmises oralement, comme des chuchotements dans la nuit. Pour les gardes impériaux, c'était une sorte de plaisanterie. Ils obligeaient parfois les eunuques à chanter, se moquant de leurs plaintes. Extérieurement, lors des cérémonies officielles, les eunuques apparaissaient comme le symbole de la grandeur de l'Empire. Ils marchaient, vêtus de blanc, portaient des reliques, ouvraient les portes des cathédrales, accompagnaient l'empereur dans les processions. Leurs visages étaient pâles, leur corps maigre, mais leurs yeux étaient sans vie. Pour les citadins, ils restaient des créatures étranges, apparemment puissantes, mais en même temps dépourvues de toute humanité. Le peuple les méprisait, chuchotant derrière leur dos qu'ils étaient des démons castrés. Cette dualité, pouvoir et humiliation, splendeur et humidité souterraine, faisait de la vie des esclaves eunuques un phénomène particulier de l'histoire byzantine. L'Empire les maintenait entre la vie et la mort, les obligeant à servir, mais ne leur permettant pas d'être des êtres humains. Les corps des eunuques étaient des chroniques vivantes de la douleur. Chaque opération laissait une trace
qui ne guérissaient jamais complètement. À Byzance, différentes méthodes de castration étaient utilisées, de l'ablation partielle à l'amputation complète. Le plus souvent, les garçons étaient complètement castrés afin d'empêcher toute possibilité de procréation et toute manifestation de sexualité masculine. Les opérations étaient pratiquées sans anesthésie. On utilisait soit des couteaux, soit des lames de fer chauffées à blanc. Pour arrêter le saignement, la plaie était cautérisée avec du métal chaud. Dans de rares cas, on utilisait du vin ou du vinaigre comme antiseptique primitif, mais le plus souvent, le sang coulait simplement jusqu'à ce que l'enfant perde connaissance. Un enfant sur 2 mourait dans les premiers jours à cause de l'infection. Ceux qui survivaient devaient faire face à des séquelles à vie. La première, et la plus douloureuse, était une infection chronique des voies urinaires. En raison de l'anatomie détruite, l'urine stagnait, formait des calculs et provoquait des inflammations. Beaucoup souffraient de douleurs et de crampes constantes et pouvaient à peine dormir la nuit. Les chroniques décrivent des eunuques qui gémissaient pendant les cérémonies solennelles, luttant pour retenir leurs envies. Le deuxième fléau était la fragilité des os. L'absence d'hormones rendait les os des eunuques cassants. Même une légère chute pouvait provoquer des fractures. Les médecins de l'époque ont remarqué que les eunuques avaient un corps d'enfant même à l'âge adulte, des muscles faibles, des membres maigres, une voix fluette. Leur visage n'était pas couvert de barbe et leur peau restait pâle et maladive. Le troisième facteur est lié aux conséquences psychologiques. Les chroniques mentionnent des accès constants de mélancolie, des accès soudains de colère, un caractère renfermé. Les médecins modernes expliqueraient cela par des troubles hormonaux. Mais à l'époque, on considérait qu'il s'agissait d'un caractère particulier des eunuques. On les accusait parfois d'être possédés par des démons, car leur corps était incomplet. Leur maladie ne les empêchait pas de servir, au contraire, elle les rendait encore plus dépendants du palais. La médecine impériale ne leur permettait que de rester en vie. On leur donnait des décoctions à base de plantes, on leur appliquait des bandages, on leur cautérisait les abcès. Personne ne cherchait à soulager définitivement leur souffrance. Les eunuques devaient souffrir et servir en même temps. Ils vieillissaient plus rapidement. À 35 ans, beaucoup pouvaient à peine marcher sans canne. Leurs dents tombaient, leur peau se couvrait d'ulcères. Les médecins byzantins appelaient cela le flétrissement sans âge. Ils avaient l'air vieux, même si, d'après les documents, ils étaient déconsidérés comme étant dans la fleur de l'âge. C'est pourquoi les jeunes eunuques étaient particulièrement appréciés. Leur santé leur permettait encore de supporter les rituels du service au palais. Pour maintenir le contrôle, la garde impériale utilisait parfois la médecine comme forme de punition. Si un eunuque se plaignait de douleur ou de faiblesse, il n'était pas soigné, mais au contraire, il pouvait être emprisonné, car cela était considéré comme de la paresse. Les chroniques du XIIe siècle mentionnent un cas où un groupe de eunuques est mort dans une cave après avoir été contraint de travailler à une température corporelle élevée. L'empereur a été informé qu'il s'agissait d'un châtiment divin et personne n'a été puni. La combinaison des souffrances physiques et de l'humiliation était particulièrement terrible. Les eunuques étaient obligés d'accompagner les cérémonies officielles, de marcher en tête des processions, portant des reliques ou des rouleaux de loi. Les foules les regardaient, mais personne ne voyait la douleur qui entravait leurs mouvements. Chaque pas leur faisait mal aux reins. Chaque souffle leur rappelait leurs poumons enflammés. Leurs vêtements blancs de cérémonie cachaient des plaies et des bandages purulents qui laissaient des taches sur le tissu.
Néanmoins, ce sont précisément ces corps mutilés qui sont devenus le symbole de la stabilité de Byzance. On leur confiait les secrets des empereurs, on les nommait à la tête de départements entiers. C'était eux qui déterminaient l'issue des intrigues de cour. Mais derrière tout ce faste se cachait la réalité. Chaque décision, chaque ordre provenait d'un corps rongé par la maladie et la douleur. Les eunuques, privés de famille et d'héritiers, étaient une arme pratique entre les mains des empereurs. Il était impossible de les accuser de complot dynastique, c'est pourquoi on leur confiait les tâches les plus dangereuses et les plus sales: espionnage, dénonciation, élimination des rivaux. Dans le palais byzantin, les intrigues étaient permanentes et les eunuques en étaient le principal instrument. Ils contrôlaient l'accès à l'empereur. Aucun chef militaire, aucun fonctionnaire ne pouvait entrer dans les appartements sans l'autorisation du parakimoménos, le grand eunuque. Cela faisait d'eux un filtre du pouvoir. Les chroniques du Xe siècle rapportent qu'un des parakimoménos a retenu les ambassadeurs de Russe dans la salle de réception pendant 3 jours, les obligeant à attendre et ne rapportant à l'empereur que ce qu'il jugeait nécessaire. Ainsi, le eunuque devenait co-auteur de la politique étrangère. À l'intérieur du palais, ils se surveillaient les uns les autres et surveillaient tous les courtisans. Dans les casernes des eunuques, un système de dénonciation était florissant. Chacun savait que le moindre mot prononcé par inadvertance pouvait se retrouver dans le rapport à l'empereur. Les femmes, impératrices, concubines, servantes, étaient particulièrement surveillées. Les eunuques les accompagnaient même dans les bains et les chambres à coucher. Cela était officiellement justifié par leur sécurité, car ils ne pouvaient pas devenir des amants. Mais en réalité, cela les transformait en geôliers qui connaissaient chaque mot et chaque mouvement des femmes. Souvent, ce sont les eunuques qui décidaient qui serait dans les bonnes grâces de l'empereur. Ils pouvaient, accidentellement, ne pas transmettre une lettre, cacher une requête, retarder l'accès au trône. Ils glissaient de faux documents ou des conversations sur écoute à leurs ennemis. Pour cette raison, les eunuques étaient détestés par les chefs militaires et la noblesse. Mais il était dangereux de les combattre ouvertement. Derrière chaque eunuque se tenait toujours l'empereur. Parfois, ils devenaient des instruments de meurtre. Les chroniques du XIe siècle mentionnent que des eunuques ont étranglé un commandant dans son lit pendant la nuit sur ordre secret de l'empereur. Leurs mains ne tremblaient pas. La peur d'être punis en cas de désobéissance était plus forte que toute pitié. Après de telles opérations, ils reprenaient leur service habituel comme si de rien n'était. Il existait également des alliances secrètes. Certains eunuques formaient des alliances informelles avec des moines ou certains aristocrates. Ils étaient utilisés comme intermédiaires dans les négociations, mais si le complot était découvert, la punition était terrible. Les eunuques pouvaient être aveuglés publiquement ou jetés dans des cachots pour y mourir lentement dans l'humidité. Leur corps servait de leçon à tous les autres. Le pouvoir appartenait à l'empereur, et non à ses serviteurs muets. Cependant, malgré la peur et la haine, ce sont les eunuques qui assuraient la stabilité de la dynastie. Lorsque l'empereur mourait, c'était eux qui décidaient qui pouvait approcher le souverain mourant, qui pouvait prêter serment et qui devait être écarté de son lit de mort. Leur chuchotement dans les chambres sombres déterminait qui deviendrait le nouvel empereur et qui serait exilé ou mis en cercueil. Pour les citadins, les eunuques restaient les symboles de la perfidie de la cour. On les décrivait comme des visages sans barbe et des âmes sans pitié. Les chansons populaires les représentaient
sous les traits de monstres, ni hommes ni femmes, des créatures qui ne servaient que l'or et le sang. Mais derrière cette image se cachait une part de vérité. Les eunuques étaient bel et bien un mécanisme de peur intégré au corps même de l'Empire. Et pourtant, ils n'étaient pas tout-puissants. Chacun de leurs mouvements était contrôlé. Chacun de leurs mots était enregistré. Ils pouvaient décider du sort des hommes, mais ils restaient eux-mêmes des esclaves, enchaînés au palais. Leur liberté n'était qu'une illusion. Dès que l'empereur se lassait de leur service, ils disparaissaient dans les mêmes cachots d'où ils étaient sortis. L'Église byzantine a joué un rôle clé dans la consolidation de la castration et de l'existence des eunuques comme norme de la vie impériale. Sans sa bénédiction, cette pratique aurait semblé blasphématoire, mais c'est précisément la théologie qui lui a donné une aura de sens spirituel. Les prêtres se référaient aux paroles de l'Évangile selon Matthieu, qui dit « Il y a des eunuques qui se sont rendus eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux ». Ce passage était interprété littéralement, comme si la souffrance et le renoncement à la vie charnelle rapprochaient l'homme de Dieu. Ainsi, la violence chirurgicale, infligée aux enfants, était transformée en exploit religieux, même si les victimes elles-mêmes n'avaient pas choisi ce sort. Les théologiens ont écrit des traités sur la pureté du corps. Ils affirmaient que les eunuques étaient plus aptes au service que les hommes ordinaires, car leur cœur n'était pas assombri par la luxure. Cela créait un paradoxe commode. L'infirme devenait le serviteur idéal de Dieu. Les monastères achetaient souvent des eunuques, les considérant comme sûrs. Ils servaient à l'autel, chantaient dans les chœurs et s'occupaient de la transcription des livres sacrés. Mais derrière cette couverture spirituelle se cachait l'exploitation. Les eunuques étaient souvent utilisés comme intermédiaires entre le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel. Les patriarches leur confiaient des lettres secrètes. Les monastères leur confiaient la gestion des affaires économiques. Leur imperfection servait de justification. Après tout, si un homme ne peut pas avoir de famille, cela signifie qu'il sera fidèle uniquement à Dieu et à l'Église. Certains moines allaient quand même jusqu'à appeler les eunuques anges vivants. Mais cette image angélique était une parodie de la réalité. Dans la pratique, ils souffraient des mêmes infections, ulcères et humiliations que dans le palais. Dans les monastères, ils étaient détenus dans des cellules séparées et interdits de communication avec les autres novices. Ils n'appartenaient ni au monde, ni au clergé, mais étaient des exilés éternels que la théologie tentait de transformer en exemples de vertu. La rhétorique religieuse contribuait également à justifier la cruauté des prisons. Les prêtres bénissaient les exécutions et les tortures des esclaves, affirmant que la souffrance purifiait l'âme. Les eunuques, jetés dans les cachots, étaient écrits comme des victimes sacrifiées pour l'ordre de l'Empire. Parfois, avant les punitions collectives dans les caves, un moine venait lire des psaumes. Il n'aidait pas les prisonniers, mais renforçait seulement l'idée que la douleur était la volonté de Dieu. Il est intéressant de noter que les eunuques eux-mêmes devenaient rarement prêtres, mais étaient utilisés comme administrateurs ecclésiastiques. Ils géraient les affaires des monastères, administraient les terres et percevaient les impôts. Leur situation en faisait des exécutants idéaux. Sans famille ni descendance, ils ne pouvaient pas transformer les richesses de l'Église en dynastie personnelle. Mais en même temps, l'Église renforçait la stigmatisation. Le peuple considérait les eunuques comme impurs. Dans les sermons, on entendait dire que les circoncis ne pouvaient pas entrer dans l'autel parce que leur corps était endommagé. Les eunuques
étaient maintenus à la limite du sacré. Ils servaient Dieu, mais restaient toujours inférieurs aux moines ordinaires. C'est ainsi que se formait l'image d'un homme privé de tout, au profit d'un pouvoir étranger et pourtant qualifié de pur. Les eunuques devenaient l'instrument de deux structures à la fois, le palais et l'Église. Leur corps était un instrument politique, leur souffrance un argument théologique. Au quotidien, la vie des esclaves et des eunuques dans le palais de Byzance était strictement réglementée et dépourvue d'espace personnel. Leur journée commençait bien avant l'aube, lorsque le son des cloches du temple situé à l'intérieur du grand palais annonçait le service du matin. Les eunuques étaient tenus d'assister à la prière, même s'ils avaient à passer la nuit à monter la garde devant les portes de l'empereur ou dans les couloirs froids, en service, dans les réserves. Ils dormaient rarement, plus de quelques heures, et la fatigue chronique était leur compagnon permanent. Les vêtements des eunuques se distinguaient nettement de ceux des hommes libres. Ils étaient autorisés à porter de simples tuniques longues en lin ou en laine teintes dans des tons discrets, le plus souvent gris, marron ou vert foncé. Les eunuques de haut rang pouvaient porter des vêtements blancs, symbolisant la pureté et la proximité avec l'empereur, mais même ces vêtements cachaient des bandages purulents et des plaies sur la peau. Ils n'étaient pas autorisés à porter de bijoux, sauf lorsque l'empereur leur accordait spécialement une broche ou une ceinture précieuse, non pas en signe d'honneur, mais en signe de propriété. La nourriture était maigre et strictement rationnée. La viande était rarement servie à la table des eunuques de rang inférieur. Au mieux, du poisson, et encore une fois par semaine. Leur alimentation se composait principalement de pain d'orge, de lentilles, de vin dilué et de lait caillé. Les hauts dignitaires pouvaient manger avec les fonctionnaires du palais, mais même là, ils étaient fort placés à part. Les chroniques Chuan du XIe siècle décrivent comment les eunuques étaient assis à une table séparée dans un coin de la salle à manger, loin de la noblesse, afin de leur rappeler leur origine modeste. Le sommeil était également soumis à une discipline stricte. Les jeunes eunuques dormaient dans des casernes communes, sur des bancs en bois dur, parfois à deux sur un seul. On ne leur donnait pas de couverture, seulement des capes en laine grossière, souvent humides, à cause de la condensation. Pendant les mois d'hiver, il faisait si froid dans les caves qu'ils se blottissaient les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. Les eunuques les plus âgés avaient leurs propres cellules, mais celles-ci ressemblaient davantage à des cachots. Murs de pierre, verrous en fer, petites lampes à huile. Les relations entre eux étaient tendues en permanence. Chacun savait qu'il était surveillé et que le moindre mot pouvait être considéré comme une dénonciation. Une hiérarchie stricte s'était formée à l'intérieur des casernes. Les plus jeunes obéissaient sans discuter aux plus âgés. Le non-respect des règles était puni de coups et parfois d'un transfert dans les cellules souterraines. Mais dans ce monde de peur, il existait tout de même de rares moments d'humanité. Le soir, lorsque les gardes étaient fatigués, les eunuques partageaient leur pain, racontaient des histoires sur leur enfance ou sur les terres d'où ils avaient été emmenés. Certains chantaient des chansons douces et tristes dans leur langue maternelle. Ces murmures, dans l'obscurité, étaient le seul rappel qu'ils avaient autrefois été des êtres humains. La journée de travail était longue et épuisante. Certains étaient à charger de nettoyer les salles de marbre où brillaient les mosaïques et les fresques. D'autres transportaient l'eau des citernes. D'autres encore accompagnaient les processions en portant de lourds chandeliers et des icônes. Les eunuques supérieurs s'occupèrent de la correspondance. Ils restaient assis des jours entiers à leur bureau, recopiant des documents sur du parchemin jusqu'à en avoir les doigts crispés par les crampes. Pour eux, les douleurs articulaires étaient aussi familières
que le froid pour leurs compagnons dans les casernes. Ils n'avaient aucun divertissement. Il leur était interdit de fréquenter les théâtres et l'hippodrome où se rassemblaient les citoyens libres. Toute tentative de sortir du palais était considérée comme une évasion et punie par l'emprisonnement. Leur monde se limitait aux murs des bâtiments impériaux. Ils étaient parfois autorisés à assister aux liturgies solennelles à Sainte-Sophie, mais même là, ils se tenaient à l'écart, tels des symboles vivants du pouvoir impérial. Et pourtant, même dans ces conditions, ils avaient leur propre rituel secret. Les eunuques échangeaient de petits talismans, des morceaux de tissu, des figurines en os, rapportés autrefois de leur terre natale. Ils conservaient ces objets en souvenir de leur famille qu'ils ne reverraient jamais. Pour l'empereur et son entourage, ces amulettes étaient considérées comme des jouets ridicules, mais pour les esclaves eux-mêmes, elles étaient leur seul lien avec le passé. Telle était leur vie quotidienne, une existence entre le devoir et la peur, entre la douleur physique et le vide. Les eunuques pouvaient se tenir aux côtés de l'empereur lui-même lors de cérémonies solennelles, mais le soir, ils retournaient dans leur caserne où les rats couraient à leurs pieds. Leur vie ne leur appartenait pas. Chaque souffle, chaque pas faisait partie d'un immense mécanisme appelé Byzance. La vieillesse était la pire des condamnations pour les esclaves et les eunuques de Byzance. La jeunesse et une santé relative leur donnaient au moins une place dans le mécanisme impérial, mais les années les transformaient en un fardeau inutile dont le pouvoir cherchait à se débarrasser. À 40 ans, beaucoup avaient fait du mal à tenir debout. Leur colonne vertébrale était déformée par un travail incessant. Leurs articulations étaient touchées par des inflammations. Leurs dents tombaient, leurs os se brisaient au moindre choc. Les infections urinaires constantes rendaient leur vie insupportable. Ils souffraient de douleurs incessantes et d'une odeur de puce impossible à dissimuler. Certains étouffaient la nuit, leurs poumons détruits par des inflammations causées par des années d'humidité et de froid dans les casernes et les cachots. Au palais, ces personnes devenaient des témoins indésirables. Les fonctionnaires impériaux n'aimaient pas qu'on leur rappelle le prix à payer pour créer un appareil du pouvoir pur. C'est pourquoi les vieux eunuques étaient souvent envoyés dans des monastères. À première vue, cela semblait être une faveur, leur accorder une retraite dans un lieu saint. Mais en réalité, le monastère devenait une nouvelle prison. Ils y vivaient dans de petites cellules, effectuaient des travaux pénibles jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Ils étaient utilisés comme jardiniers, gardiens, copistes, et personne ne se souciait d'alléger leurs souffrances. Certains ne survivaient pas jusqu'à la vieillesse monastique. Ceux qui étaient trop faibles étaient laissés dans les caves du palais où ils s'éteignaient lentement. Leur mort n'était accompagnée d'aucune cérémonie. Les corps étaient enveloppés dans des tissus déchirés et transportés de nuit par la porte arrière du palais. Là, derrière les murs de Constantinople, il y avait des fosses spéciales pour les esclaves et les mendiants. Leurs corps y étaient jetés ensemble, sans distinction. Les hommes et les animaux se transformaient en cendres identiques. Les chroniques ont conservé de rares mentions de tels destins. L'un des textes du XIIe siècle décrit un eunuque qui a servi à la cour pendant des décennies, puis est mort d'une putréfaction de l'organe urinaire. Son nom n'est même pas mentionné, seulement sa fonction. Pour le chroniqueur, ce n'était pas un homme, mais une fonction, un mécanisme cassé qui a été remplacé par un autre. Seuls quelques-uns, les eunuques les plus influents, ont connu un autre sort. Basile Lacapin, par exemple, est mort dans l'honneur et a été enterré dans un monastère, et son nom a été conservé dans les documents. Mais ceux-là
étaient rares. La grande majorité disparaissait sans laisser de traces. Ils restaient dans la mémoire collective comme des ombres. Les légendes populaires dépeignaient les eunuques comme des êtres maudits. On disait que leurs âmes ne trouvaient pas le repos parce que leur corps avait été mutilé de force. On croyait que la nuit, on pouvait entendre leurs gémissements dans les caves du palais et que les rats, rongeant les os dans les fosses communes, étaient leurs compagnons éternels. Et pourtant, c'était eux qui constituaient le fondement invisible de l'Empire byzantin. Leur sang, leur corps, leur destin brisé assuraient la sécurité des empereurs et la splendeur des cérémonies impériales. Sans eux, le palais ne pouvait fonctionner. Mais l'histoire n'a presque pas conservé leur nom, seulement des traces de douleur dissoutes dans les lignes arides des chroniques. C'est ainsi que leur vie s'achevait, dans le silence, dans l'obscurité, dans l'oubli. Leur existence ressemblait à une ombre qui disparaît avec la lumière. L'Empire bâtissait sa grandeur sur leurs souffrances et transformait même leurs morts en statistiques anonymes. Ce que les esclaves et les eunuques byzantins ont laissé derrière eux, ce ne sont pas des monuments ni des épitaphes. Leur héritage s'est imprégné dans les murs des palais, dans les pierres humides des souterrains et dans les documents où ils n'étaient mentionnés que comme serviteurs ou gardiens des clés. Leur vie était un exemple de la façon dont un grand empire pouvait se maintenir grâce à la mutilation systématique du corps et de l'âme humain. La cour impériale ne pouvait exister sans les eunuques. Ils étaient là partout, dans les chambres à coucher où ils gardaient le secret des nuits des souverains, dans les salles d'archives où ils recopiaient les décrets, dans les processions du temple où ils portaient à les reliques, dans les caves où ils mouraient dans l'obscurité. Leur corps et leur silence sont devenus les garants du pouvoir impérial. En détruisant toute possibilité de vie personnelle, Byzance les a transformés en rouages parfaits d'un immense mécanisme. L'Église bénissait cet ordre, le qualifiant de pureté, tandis que la noblesse les utilisait comme un instrument pratique de lutte. Pour le peuple, ils étaient des êtres mystérieux, à la fois tout-puissants et méprisés. On les craignait parce qu'ils étaient les yeux et les oreilles de l'empereur, et on les détestait parce que leur présence rappelait la cruauté inhumaine qui se cachait derrière les coupoles dorées de Constantinople. Leur destin était intimement lié à l'histoire même de l'Empire. Lorsque les dynasties tombaient, lorsque les chefs militaires organisaient des coups d'État, lorsque les villes brûlaient, les eunuques étaient toujours là. Ils fermaient les portes, transmettaient des lettres, empoisonnaient, dénonçaient, sauvaient ou détruisaient. Mais derrière chacun de leurs actes se cachait le souvenir de la cave, des couteaux, de la douleur qui les avait rendus tels qu'ils étaient. Le système reposait sur la peur. Chaque enfant, amené de terres étrangères, savait que son corps ne lui appartenait plus. Chaque jeune homme qui avait survécu à l'opération comprenait que sa vie serait confinée entre des murs de pierre. Chaque vieillard qui croupissait dans un monastère voyait que son existence se terminerait dans une fosse anonyme. Et tout cela était justifié par le mot « ordre ». Byzance avait créé une caste sociale unique qui était à la fois esclave et souveraine. Les eunuques pouvaient commander des armées, mener des négociations avec le pape, disposer d'énormes sommes provenant du trésor public. Mais en même temps, ils restaient prisonniers, des hommes sans avenir, dont le passé avait été effacé. Leur pouvoir n'était qu'une illusion, car n'importe lequel d'entre eux pouvait se retrouver à nouveau en prison n'importe quel jour. Aujourd'hui, leurs noms sont presque tombés dans l'oubli. Les historiens
ne trouve que des mentions fragmentaires, de rares inscriptions, des notes laconiques dans les chroniques, mais derrière chaque ligne se cache tout un monde de douleur, d'humiliation et de peur. Il ne s'agissait pas d'une cruauté fortuite, mais d'une pratique systématique, intégrée depuis des siècles dans le mécanisme étatique. Et si Byzance est resté dans les mémoires comme un symbole de richesse, de splendeur ecclésiastique et de politique byzantine astucieuse, derrière cette image se cache à jamais une autre vérité. Le sang de milliers d'esclaves mutilés, les cris dans les caves du palais, les ombres de eunuques anonymes qui n'ont jamais su ce que signifiait vivre comme un être humain. Leur histoire est celle d'un empire bâti sur la souffrance et rappelle que la grandeur cache souvent les aspects les plus sombres de la nature humaine.